Ok, on est bon. Oui. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on interviewe Nausicaa, enchantée, enfin je vais dire enchantée mais on se connaît, qui est journaliste de formation. Est-ce que tu peux un peu te présenter, me parler de toi Ouais, pas de souci. Moi du coup c'est Nausicaa, j'ai 25 ans, je viens de Toulouse et j'habite à Bruxelles depuis 2020. Et comme tu l'as dit, je suis journaliste et aussi chargée de com. Ok. On va parler un peu de tes débuts, même de ton enfance. Tu me disais que tu étais plutôt hyper active. Ouais, je pense. Il n'y a pas de diagnostic de poser, mais on va dire que j'ai toujours été quelqu'un qui fait beaucoup de choses en même temps. Donc oui, le terme hyperactif peut un peu rentrer dans ce que je suis. Est-ce que tu penses que ça te ralentit ou qu'au contraire ça t'aide à avancer sur plein de choses Je pense que ça m'aide à avancer sur plein de choses. Des fois, ça m'a éparpillée un peu. Ouais, ok, je comprends. Mais être toujours en mouvement, pour moi, c'est important. Mais après, c'est sûr qu'il y a des moments où ça peut un peu coincer, on va dire. En vrai, je trouve que c'est quand même mieux de faire... d'avoir envie de toujours avancer, de faire des choses plutôt que de stagner dans ce que tu fais. Donc je pense que c'est quand même un petit plus, même s'il y a des mauvais côtés. Oui, c'est ça, comme dans tout. Quoi. Voilà. T'as écrit ton premier article à 11 ans. Trop chou. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, du coup, c'est quand j'étais en 6ème. Je sais pas à quoi ça équivaut en Belgique. C'est la première secondaire. Je pense que c'est ça. Je suis pas sûre. Et en gros, classique, au collège, on avait un journal de l'école et j'ai fait un petit article sur le harcèlement scolaire. Ah ouais, ok. Donc depuis cet âge-là, tu voulais être journaliste? Ouais. T'as toujours eu un peu ce truc À mes 10 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais être journaliste. Je pense parce que j'ai toujours été baignée dans les médias. Ouais. Pas forcément au sein de ma famille, parce que je viens d'une famille de profs et dans le médical. Mais parce que c'est un peu con, mais je regardais Tintin, j'ai lisé beaucoup Gaston Lagaffe, donc La vie dans une rédaction, avec les magazines d'enfance, genre Picsou, ce genre de choses. Picsou, ouais. Et j'ai toujours passé beaucoup de soirées à regarder Arte, Le Grand Journal, France 2, tout ce genre de choses. Donc ça t'a inspiré un peu, c'était... Ouais, voir des gens faire des interviews, partir en reportage et tout, j'étais là en mode waouh, ça a l'air trop bien. Trop chou. Et t'as commencé ton premier stage de journalisme à 14 ans, c'est ça? Ouais, à la Dépêche du Midi. En fait, à la base, on devait les faire en 3ème, les stages. Bah oui, parce que c'est tôt, 14 ans. C'est ça, donc normalement c'est plus quand t'as 15 ans. Et là, c'était un stage d'observation, et je sais pas, ils l'avaient reculé d'une année, donc en 4ème, je me suis retrouvée là-bas. C'était chouette, mais comme je le dis, c'est un stage d'observation, donc j'ai pas fait grand-chose, même si j'ai pu proposer un article sur la cigarette électronique chez les jeunes. Ok. Du coup, je l'ai écrit avec une journaliste, et elle m'a pris en photo avec une cigarette électronique. Je pense que niveau déontologie, là, on n'était pas... c'est ce que j'allais dire. Pas au max. Après, j'étais un peu fumeuse à l'époque, donc tu vois ma tête, en fait, dans la Dépêche du Midi avec la clope. T'as encore la photo? Ouais. Ma mère l'a encadrée. Et est-ce que du coup ça t'a confirmé un peu que tu voulais continuer dans cette voie-là ou... Ouais, surtout dans de la presse écrite, mais après ce qu'on m'a toujours répété, que ça soit en stage ou plus tard pendant les études, c'était que le domaine de la presse est un milieu en déclin, que c'est galère, que c'est bouché, et pourtant j'ai toujours foncé là-dedans. Ouais, t'as quand même eu envie de continuer, c'est bien, t'étais investie et motivée. Je sais que t'avais commencé à être bénévole à 18 ans, c'est ça? Ouais. Dans un magazine, un webzine de musique qui s'appelait MZK, je crois, ça a fermé depuis. Ok. Et pareil, c'était... je me suis fait une très bonne pote qui est photographe à Marseille, elle faisait de la photo. Et j'ai fait mes premiers articles de musique, donc c'était très... on va dire, plus de la chronique qu'un article de fond, mais super intéressant, je trouvais ça chouette. Ok, donc pareil, ça t'a motivé à continuer. Totalement. Et je sais que t'as été un petit peu aussi, quand t'as été pigiste après, c'est ça? Et non? Ouais, du coup j'ai fait mon master en Belgique, donc j'ai fait mes stages à l'RTBF et tout. Et après, à la fin de mon premier stage, donc première année de master, j'ai contacté Amnesty International pour leur demander s'ils avaient besoin d'aide au niveau presse. Okay. Donc là, j'ai été journaliste bénévole et ensuite rémunérée en tant qu'assistante attachée de presse.
pendant quelques mois. Et après, je suis partie à l'étranger, du coup, j'ai dû arrêter. Mais ensuite, j'ai travaillé un peu pour Vice, avant que ça ferme. Et j'ai eu d'autres piges, mais rien de très incroyable. Parce que je pense que ce milieu-là, comme beaucoup de milieux, c'est un peu un monde de requins. Ouais. Et faut faire avec, hein, les déceptions te font avancer. Je pense oui, c'est ça, si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça. Parce que tu disais que tu m'as raconté que parfois tu n'avais même pas été payé. Ouais. Comment tu vivais ça, comment tu réagis à ça Déjà, je pense que personnellement, j'ai un gros problème avec tout ce qui relève de l'injustice. Ouais, bah oui, mais tu ça, voilà. Et en fait, quand ça te donne pas envie de continuer et ça te montre juste que... Enfin, pour moi, le journalisme, c'est avant tout une passion. Et j'avais pas envie de devenir dégoûtée de ma passion. Bah ouais, carrément. Surtout que t'aurais pu, en étant pas payé, en faisant un travail non rémunéré. Tu fais des articles, ils sont publiés, on te paye pas, ou alors au final, ils les publient pas pour X raisons, et t'es en mode, frère, j'ai quand même taffé dessus. Oui, donc s'il te plaît. Mais du coup, faut réussir en fait à transformer cette déception en on va dire une force pour mettre ton énergie ailleurs, là où ça peut compter, quoi. Ouais, puis rebondir et dire que y a des... Mais sur le moment, c'est sûr que ça pique un peu. Ça pique, je vois dans mon entourage, genre tous mes potes journalistes après le master, ils ont tous galéré à trouver des piges, à déjà être payés au lance-pierre. Tu vois les tarifs des piges. J'ai un ami à moi, il a travaillé, je citerai pas le nom du média, mais il y a travaillé pendant quelques temps. Et du coup, il faisait beaucoup d'articles, c'était du web. Donc c'est des articles où sur certains, il interviewait quand même des personnes et tout, mais sinon c'est des articles où tu reprends les informations. Et après, tu écris ton papier, donc tu peux un peu retrouver les mêmes articles dans les médias, mais c'est, on va dire, plus simple à faire. Et pour 32 articles sur un mois, il a été payé en net 270 €. Donc 270 pour les Français. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de contrat avant. Enfin, tu vois, comment ça se passe ? Parce que normalement, quand tu travailles, t'as des contrats, mais c'est les tarifs des piges qui sont comme ça, en fonction du type d'article, de la longueur, tout ça. Et même moi, par exemple, quand j'ai pas été rémunérée pour un article payé, j'avais signé une promesse d'embauche. Et la dame, rien à faire. Non. Franchement, c'est vraiment pas cool. Mais bon, après, je pense que comme beaucoup de débuts, d'entrer dans un milieu, peu importe lequel c'est, je pense qu'au début tu en chies un peu, si je puis dire. Oui, c'est ça, en fait, je me dis, dans n'importe quel milieu professionnel ou même pas forcément professionnel, on pourra te prendre pour un con. Oui, bien sûr, ça arrive dans tous les milieux. Le milieu du journalisme, c'est... Ils sont peut-être quand même assez forts, je pense. Ouais, mais ça me fait un peu penser, tu vois, au milieu de la politique aussi, où c'est dans un entre-soi, et c'est chacun a son territoire, et faut pas marcher sur les plates-bandes d'autrui, alors qu'en fait, techniquement, t'as envie de te dire, on fait tous ce métier-là pour, normalement, par passion de vouloir informer les gens, vouloir décrypter les choses, et la curiosité... Pour les mêmes raisons, quoi. Tout le monde fait ce travail pour les mêmes raisons, normalement. Et t'es pas censé être en compétition. Je vois pas comment l'information peut entraîner de la compétition, c'est quelque chose qui me dépasse. Mais t'as l'impression, du coup, t'as eu cette impression-là, vraiment, qu'il y avait une guéguerre entre certains journalistes et que en fait il n'y avait pas beaucoup d'entrées possibles parce que chacun a envie de garder sa place et que... et t'as pas forcément beaucoup d'entraide aussi. Et même au niveau du master, tu le vois, genre... déjà, tu vois ceux qui sont là parce qu'ils savent pas pourquoi ils sont là. T'en as quelques-uns comme moi qui sont là par passion, d'autres par un peu plus curiosité. Et je pense que si tu reprends les stats de ma promo, il y en a très peu qui, là, actuellement... sont rémunérés pleinement par le journalisme. C'est super triste. Que ça. Et après, tu vois un peu ce truc de dès que t'es dans, on va dire, un média un peu connu, même si tu fais une pige tous les 2 mois là-bas, il y en a qui vont pas se prendre pour de la merde, quoi. Alors que on s'en fout, c'est un média comme un autre, ça compte pas. Ok, c'est triste parce que c'est quand même un super beau métier, enfin tout le monde ne l'utilise pas de la même façon, c'est un autre sujet. Mais... c'est un métier qui est ultra... Je pense qu'il faut avoir vraiment un peu comme le métier de... J'aime pas du tout ça, mais le métier de policier, tu vois, t'es censé avoir un devoir d'exemplarité. Et le métier de journaliste doit en faire partie parce que on travaille quand même avec de l'information qui peut avoir des répercussions assez incroyables sur le monde et tout. Et surtout ne pas partir dans ce qui peut relever de la propagande ou des fake news et ce genre de choses. Ok, mais du coup tu t'es relevé en créant ton propre métier, on va dire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Quand même, bon, tu vas nous en parler, mais...
Mais du coup, j'ai créé un média qui s'appelle Altrove. Si je le dis avec l'accent français, c'est Altrove. Je préfère Altrove. C'est italien, ça veut dire ailleurs. Je savais pas. Et je trouve que c'est un terme qui me correspond bien parce que j'ai toujours eu tendance à... souvent, depuis quelques années, tu vois que les gros articles qui sont repris dans tous les médias, c'est souvent les mêmes angles, les mêmes sujets. Et il y a tellement plus à creuser. Après, c'est mon point de vue, ça veut pas dire que le reste de l'information est nul et qu'il faut pas la traiter. Hein, non, mais un peu aussi, pour la petite blague, genre j'ai toujours l'impression d'être à côté de la plaque et je trouve que ça marche bien. Mais du coup, l'histoire de ce média, c'est... j'ai eu l'idée en 2021, donc pendant ma première année de master, où je m'étais dit, putain, ça serait trop bien de créer quelque chose avec des copains et d'avoir un espace à nous, d'avoir cette liberté aussi. Je pense que je suis quelqu'un qui a énormément besoin déjà de contrôle sur les choses et en même temps de me sentir extrêmement libre dans ce que je fais. Et du coup, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, on en parlait avec des potes, à mon retour, vraiment faire quelque chose ensemble. Te lancer, ouais. Et, parce qu'on avait un peu tous cette idée-là. Au début, vous avez tous été un peu déçus de ce monde-là, donc vous êtes dit, ouais. Et on voulait l'appeler le fourre-tout à la base. Ah ouais. Je sais pas, c'était l'idée d'un pote. Et au final, quand je suis rentrée, tout le monde était pris dans leur quotidien. Dans la vie, donc, quoi. En fait, c'est-à-dire que se permettre de faire des articles pas rémunérés, c'est pas simple. Parce qu'il faut que tu puisses te dégager du temps, de l'énergie. C'est du travail. Et du coup, tout le monde a un peu rebroussé chemin. Et je comprends, et à aucun moment je leur en veux, tu vois. Et en gros, j'en parlais... j'étais un peu déçue que l'idée soit tombée à l'eau. Et j'en parlais... Et en plus, il y avait toutes les déceptions qui sont arrivées à ce moment-là, de ne pas être rémunérée et tout pour donc c'est dur de te remotiver, quoi. C'est ça, et je discutais avec un très bon ami à moi qui s'appelle Fatih, qui est programmateur, et il m'a dit, mais en fait, fais-le, lance-toi. Oui, t'as besoin de personne pour... c'est plus facile avec des gens, parce que forcément t'es soutenu, et puis voilà, mais... C'est ça, puis la question de la légitimité, tout ça, et du coup il m'a dit, non mais vraiment, il m'a foutu un bon coup de pied au cul, et j'ai dit, ok, tu sais quoi, on va le faire. Donc moi j'ai commencé par créer le Insta, à faire tout le logo, la DA et un peu la ligne éditoriale. Et lui, il m'a gentiment programmé tout le site. Donc tout le site web aussi, ça a été fait, on va dire, fait maison. Donc c'est purement indépendant et je le remercierai jamais assez de m'avoir motivé à faire ça parce que grâce à lui, j'ai pu écrire sur ce que je voulais et rencontrer des personnes incroyables en interview et avoir des projets de fous qui sont en train de se lancer alors que ça fait en avril ça fera 1 an. Ah ouais, ok, je pensais que c'était plus... Non, c'est assez récent encore. Et non. Ok, ouais, non, c'est vrai que ce copain, franchement, il a été top, quoi. Il t'a lancé, il t'a aussi aidé à faire toute la mise en page et tout. Par contre, toi, t'as quand même fait, du coup, comme tu disais, la DA, le logo et tout. Donc c'est quand même un taf, quoi. T'avais un peu des notions un peu en design et tout, ou pas? Pas du tout. En fait, ça m'a pris un samedi matin. Je me suis dit, vas-y, là, faut le faire. Je me suis posée devant mon ordi. J'ai commencé à essayer 2-3 trucs, des couleurs. T'avais déjà un peu des idées? Pas du tout. J'avais le nom en tête. Ouais. Et après, tout est parti de là. Et en vrai, en 2 heures de temps, j'étais en mode, ok, ça va être ça le logo, ça va être ça la typo. Trop bien. C'était tellement ça sera ça la mise en page. et Et on va tester. Hein. Ouais, ok. Après, c'est un truc, c'est pas forcément immuable dans le sens où je pourrais toujours le changer plus tard. Oui, si vraiment tu sais, t'as besoin de changement et tu sens que ça ne colle plus vraiment avec ce que tu fais ou j'en sais rien, tu peux le changer. Puis après, je fais principalement même que de la presse écrite, web, parce que pour moi, c'est toujours l'écrit qui a pris le dessus. J'ai toujours aimé écrire, alors je pense pas que j'ai du mal à me dire que j'écris bien. Je pense sincèrement, des fois quand je relis des articles et tout, je suis là en mode... Peut-être que t'es dur avec toi-même, mais non, dis pas ça. Oh non. Non, mais voilà, c'est le côté un peu perfectionniste. Si ça ne tenait qu'à moi, un article n'est jamais réellement fini, parce que tu pourrais toujours revenir sur des formes de phrases et tout. Je comprends. Là, j'ai bien appris à lâcher prise dessus. Il faut, sinon tu finis jamais ce que tu fais, quoi. C'est ça, et à me dire, vas-y, tant pis, je le poste et c'est parti. Et en gros, la ligne éditoriale, je me base sur 2 choses qui pour moi sont assez fondamentales. C'est le code de déontologie du journaliste. Tu peux peut-être expliquer aux gens quand même. Donc en fait, nous, on est régi, on va dire, par un code de déontologie qu'il faut suivre, donc on peut faire des fautes graves.
Et c'est tout ce qui va être comment faire ton métier et le faire bien, que ça soit gérer l'anonymat d'une source et autres. Et je trouve que dans pas mal de boîtes, certains journalistes ont du mal à respecter ça. Et un autre point très important où je pense que d'un point de vue personnel, on ne peut pas être journaliste sans valider cette charte-là, c'est la charte universelle des droits humains, notamment reprise par Amnesty, qui pour moi me semble fondamentale en fait. Comment être journaliste et ne pas valider ça, ça me semble assez dingue. C'est logique même en tant qu'humain, oui, normalement. Moi je suis pour la pluralité de la presse évidemment, mais par exemple la presse d'extrême droite, que ça soit CNews ou d'autres joyeusetés, ils n'ont pas leur place ici. Parce qu'en fait c'est même pas légal, parce que le racisme et tout c'est un délit, donc... Voilà, c'est un peu des choses comme ça qui me semblent... Et puis après, je me veux un média quand même généraliste, dans le sens où j'avais pas envie de me cloisonner à un seul type de sujet, parce que je suis quelqu'un d'assez curieux et j'aime toujours apprendre et découvrir plein de choses. Et du coup, je me dis, mais si je pars sur un média que queer, ça va m'empêcher de faire des articles un peu plus géopolitiques, et j'adore la géopolitique internationale, donc je me suis dit, on va tenter ça, on va voir si ça va trouver un public. Oui, puis c'est ton média, donc... Ça commence à trouver un public, donc finalement, t'as fait le bon choix. C'est surtout que je suppose que c'est important, surtout pour toi qui... Ça va aussi un peu avec ton hyperactivité, je pense, c'est que t'es vraiment intéressée par tout, et comme tu dis, t'es quelqu'un de très curieuse, donc c'est important pour toi de pas te fermer à une seule option, on va dire, si on peut appeler ça une option, et voir plein de sujets, et du coup, c'est ça qui est... Je pense que c'est aussi pour ça que les gens... Enfin, du coup, tu touches aussi beaucoup plus de personnes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a des bons côtés. Tu disais aussi que... Enfin, c'est pas que tu disais, c'est que je sais que t'as 3 boulots, principalement. Je sais pas comment tu gères ton rythme, mais en plus, vu que t'as... Encore une fois, tu fais ça toute seule. Bon, effectivement, il y a ton copain, mais tu vois que ton pote, il a juste fait le site web et tout, donc lui, il est plus vraiment... Après, j'ai certains... C'est ça aussi, je pense que je suis bien entourée, parce que j'ai certains potes qui sont toujours chauds de relire mes articles. Ouais, ça c'est cool, au moins, tu te sens pas... C'est super important. Et en fait, j'espère surtout à terme que le média... puisse être une plateforme pour d'autres journalistes, mais ça on y reviendra plus tard aussi. Et donc j'ai 3 tafs. Donc moi je suis chargée, mon boulot principal, ma source principale de revenus, c'est chargée de com dans l'aide à la jeunesse à Bruxelles. Je fais ça 3 jours semaine. Et après ça, je fais des extras en restauration le jeudi et le vendredi. Pas forcément toutes les semaines, mais on va dire assez régulièrement quand même. Histoire d'avoir un peu plus de sous pour épargner. Et du coup, sur mon temps libre, les week-ends, ou dès que je peux, j'écris des articles, j'essaie d'en sortir 2 par mois. Pour l'instant, j'y arrive, c'est bien. Et je sais pas comment je... Ouais, c'est ce que j'allais dire, comment tu gères mentalement et physiquement, tout ça, mais... Je pense qu'il y a un truc où, déjà, mon travail de chargé de com, il est... c'est bien goupillé, donc ça va, ça me prend pas trop de charge mentale. Le travail en restauration, je fais que des horaires de jour, donc je suis pas en décalé, tu vois, à faire des gros horaires. Donc c'est plus physique que mental, c'est ça. La restauration. Donc ça passe aussi, et en fait, c'est un peu... c'est dangereux aussi d'un certain côté, mais tu vois, j'ai pas l'impression de travailler quand j'écris des articles. C'est parce que ça te passionne, c'est ça. Donc c'est pour ça que ça me dérange pas d'aller taper une interview un dimanche. Oui, après il faut que tu arrives quand même à trouver des moments aussi pour toi et pour... Étrangement, j'y arrive. J'arrive à faire du sport, j'arrive à voir mes potes, à prendre quand même soin de moi, et même des fois à partir en week-end. Donc, ça va. Mais c'est vrai que je suis toujours en train de faire quelque chose, quoi. C'est rare que je ne fasse rien. Ou alors si je ne fais rien, c'est le soir... je vais me poser en mode 2 heures devant une série ou quoi. Oui, mais bon, comme... J'essaie. Qu'est-ce qui t'a le plus libéré ? Comment tu t'es senti peut-être la première fois que t'as écrit ton premier article, justement, dans ton propre média ? Tu vois, comment tu t'es senti ? Est-ce que tu te dis, ok, waouh, enfin, j'ai l'impression que les études que j'ai faites et le travail que je veux fournir, il est là, quoi. Et là, vraiment, je suis dans ce que je veux faire. Alors, les études que j'ai faites... moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre, mais... j'ai jamais vraiment aimé l'école. Et du coup, faire un master, avant le master, j'ai fait une licence d'histoire qui était super intéressante. Et en fait, pour moi,
master de journalisme, ça m'a toujours semblé assez étrange. Enfin, tu vois, comme Élise Lucet, elle a jamais fait d'études de journalisme. Ah, Pour moi, c'est un métier en fait que tu apprends sur le terrain. Ok. Et je pense que j'aurais adoré être journaliste dans les années 70 ou 80. Bon, peut-être pas forcément en étant une femme, mais, mais parce que en fait, tu rentrais comme ça en rédac, un peu en stage, t'apprends, tu fais tes preuves. Et je trouve que ce qui m'a le plus formaté dans ma formation, c'était pas les cours, mais c'était mon stage à la RTBF, où là, en fait, en un mois, j'ai écrit 30 articles, j'ai charbonné, et c'était trop bien d'être vraiment sur le terrain, parce que toutes les erreurs que tu vas pouvoir faire, tu captes plus facilement comment ne pas les refaire, et t'améliorer aussi en termes d'écriture et tout. Bien sûr, c'est en faisant aussi que t'apprends... Et donc pour moi, ça fait partie, tu vois, de ces métiers-là où il faudrait peut-être que ça soit plutôt une formation professionnalisante que des cours, purement de la théorie. Enfin, même si on faisait de la pratique en mode du montage, des articles et tout, mais je trouvais ça toujours bizarre que ça soit des profs qui vont... Enfin, comment noter un article ? Sauf si t'écris vraiment comme un pied et que ton truc il a pas de sens ou que tu mets que des trucs faux dedans. Enfin, techniquement, tu vois, pourquoi est-ce que cet article-là, il faudrait qu'il vale 14 ou 18 ? Et puis ça dépend aussi de la personne, enfin c'est la personne qui le note, c'est à son goût. C'est ça, moi, je me souviens, il y a un truc qu'on devait faire, c'était une chronique un peu cinglante. Donc moi, je l'ai fait et tout. Je me suis mangé un C, je crois, parce que c'était en lettres. Je sais pas pourquoi ils se prennent pour des Américains, mais bon. Donc je me suis un C ou un... Non, je crois que c'était un C que j'ai eu. Et la go, elle m'a dit, voilà, je t'ai mis un C parce que t'as ça. Mais par contre, c'est trop un article qui pourrait être publié dans les Inrocks. Je suis en mode, mais du coup, elle est où la logique? Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, je comprends pas. Ouais, je comprends qu'avoir des profs qui te notent, un prof qui te note sur des articles, enfin, ça n'a pas trop de sens, quoi. Oh non, clairement pas. Ok, et je sais que, enfin, parfois tu m'avais dit que t'avais un peu, enfin, pas des angoisses, c'est peut-être un petit peu trop, mais que t'avais envie d'évoluer. Ok, bon, bah si, des angoisses alors. Non, mais t'avais un peu peur de pas évoluer de la façon dont tu voudrais. Je sais que ce média, il te tient vachement à cœur, que t'as envie de le faire évoluer sur plein de façons différentes. Je sais que t'as envie déjà de pouvoir inviter des journalistes et d'autres journalistes en fait écrivent des articles dans ce média, pouvoir potentiellement, enfin pas potentiellement, pouvoir les payer aussi, quoi, parce que pas refaire ce que t'as déjà eu. Mais du coup, voilà, comment tu gères cette angoisse un peu de l'évolution de ton média, quoi. En fait, j'essaie de me dire que j'ai déjà fait, enfin, d'être satisfait de ce que j'ai déjà fait. Donc là, le média, il a même pas 1 an, j'ai plus de 500 abonnés sur Instagram. Sachant que même si je fais de la com, en fait, quand il s'agit de faire la com pour soi, je suis nulle, littéralement. Mais, c'est beaucoup plus difficile de se mettre en avant, c'est normal, enfin, tu vois. Et de me dire, en fait, moi, je veux que le média, il serve à quelque chose et que les gens, quand ils lisent les articles, ils apprennent quelque chose, ils comprennent une situation et qu'ils soient là en mode putain, merci, grâce à ça, genre je capte mieux les enjeux de telle problématique. J'étais pas du tout au courant de cette info, enfin, que ça puisse vraiment servir en fait à l'utilité publique, quoi. C'est ça le truc. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui se met de base beaucoup la pression, mais c'est sûr que quand tu crées un truc comme ça, t'as encore plus de pression, mais je pense qu'avec le temps et avec mon entourage aussi, j'apprends à relativiser et à me dire c'est pas grave si t'as pas 1000 abonnés au bout d'1 an, tu fais les choses à ton rythme et l'important en fait c'est de le faire. Bien sûr. Et voilà, je sais pas, j'évite actuellement de trop penser au futur et c'est vrai que j'aimerais pouvoir avoir une rémunération via ce média, mais sans rendre les articles payants, parce que pour moi le but c'est que tout le monde puisse avoir accès, tu vois, de rendre l'information payante. Je comprends après les modèles économiques de certains médias et tout, c'est sûr, parce qu'il faut rémunérer les journalistes, mais là pour moi, vu que je suis toute seule, ça me dérange pas de pas être payée. Mais c'est vrai qu'à terme j'aimerais pouvoir, ça serait ultra gratifiant, et ça fait très capitaliste de dire ça, mais ça serait gratifiant quand même d'avoir une rémunération via ce média et pouvoir à terme du coup que ça soit une plateforme pour tous mes copains journalistes et même plus large qui pareil ont eu les mêmes galères en mode mais tes sujets ils sont trop pointus, du coup on peut pas le publier, et qu'ils puissent se sentir libres d'écrire ou même de faire de la radio ou des formats vidéo sur le média, il n'y a aucun souci là-dessus.
Ouais, après, je pense que c'est normal d'être angoissé du futur, surtout quand tu crées quelque chose. Maintenant, vu que toi, t'es quand même quelqu'un qui. Je veux dire, c'est pas comme si t'écrivais un article tous les 6 mois et puis ensuite tu laissais chiller le truc. Enfin, tu vois, t'es quand même hyper. Comment on appelle ça, proactive, et puis surtout tu fais des choses à une fréquence quand même, une grosse fréquence quoi, enfin tu vois, genre tu te... Ouais, je sais. donc faut pas trop te faire de soucis là-dessus, enfin si je peux te donner un petit conseil, ouais, tu vois. Alors, tant que tu produis et tout et que tu fais de ton mieux, voilà, c'est un petit peu très bête de dire ça, mais c'est vrai, enfin... Non, complètement. Puis tant que ça me passionne aussi, c'est l'essentiel, je pense. Est-ce que t'as parfois un peu, je pense que oui, mais le syndrome de l'imposteur un peu? Oui, je pense comme beaucoup de personnes. Oui, comme beaucoup de personnes, oui. Et je pense que c'est vraiment un truc dans notre génération où on est, pour, on va dire, les générations plus vieilles, pour certaines personnes, on est vraiment tous des branleurs, alors que pas du tout. Et c'est le monde qui est très compliqué, on va dire. Mais oui, c'est la légitimité de te dire, est-ce que ce que je fais, j'ai le droit de le faire? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bien fait? Toutes ces questions. Mais je sais que quand j'ai lancé le média, j'avais mis une première publication en disant voilà, un nouveau média et tout, et en vrai en une journée j'ai eu plus d'une centaine de followers et j'étais là en mode en vrai ça fait plaisir bien, parce que je me dis que avec mon entourage au final ils voient l'intérêt du projet et donc c'est assez chouette. Oui, puis c'est bien, ça fait plaisir de se sentir soutenu quoi. Mais est-ce que du coup t'as quand même une petite évolution, enfin, tu sens une évolution en toi comparé au début où t'as commencé à maintenant, ou tu sens que t'as réussi un peu à travailler là-dessus, un peu plus lâcher prise, on va dire. Ok. Est-ce que tu te sens aussi parfois un peu en compétition avec les autres, enfin tu vois, genre le fait de voir peut-être des gens qui font le même master que toi, ou j'en sais rien, qui ont évolué d'une certaine façon, est-ce que ça... Pas forcément, parce que j'ai jamais été quelqu'un de très compétitif, je dirais, avec les autres. Oui, j'ai toujours une tendance à me construire dans l'opposition et du coup à m'en fiche un peu des autres personnes. Mais par contre, je sais que je suis mon pire ennemi, donc en fait, je suis en compétition beaucoup avec moi-même. Avec toi-même, plus qu'avec les autres, parce qu'en fait, je me dis, on n'est pas... on fait pas les mêmes choses à la même échelle, donc pourquoi se mettre en compétition, je sais pas, avec quelqu'un de mon master qui a fini dans une boîte quelconque. Qui fait rêver certaines personnes peut-être, Mais tant mieux, tu vois, si la personne elle est bien là où elle est, c'est le plus important. Oui, je pense que comme tu dis, en général, c'est plutôt nous les nos pires ennemis, quoi. Clairement. Je sais que t'es quand même quelqu'un de très sensible aux injustices, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu veux rester quand même dans une démarche objective dans tes articles, mais du coup, comment tu trouves un peu l'équilibre entre, tu vois, ça doit être... Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être dur parfois de... C'est compliqué parce qu'il y a ce mythe comme quoi le métier de journaliste... un journaliste doit toujours être objectif. Alors, d'une part, j'ai envie de dire oui, dans la manière de traiter l'information, mais d'autre part, non, parce que en fait, l'objectivité, c'est quelque chose de très flou, qui pour moi, je trouve, n'existe pas vraiment. Et il y aura toujours une part de subjectivité parce que tu choisis d'écrire sur tel sujet, tu choisis tel angle, tu choisis tes intervenants, et en fait, le but... Par exemple, moi, j'ai fait un article sur... c'était sur quoi déjà ? Les conditions de travail des médecins assistants en Belgique. Et là, donc évidemment que mon article, le choix de mon article, parce que j'ai une sensibilité au médical, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là, parce que j'ai des proches qui sont en médecine et qui ont eu des galères pas possibles. Mais quand j'ai écrit mon article, j'ai interviewé des gens que je ne connaissais pas déjà, des assistants, assistantes, et j'ai aussi interviewé les encadrants des hôpitaux, oui, c'est ça, t'as pris les profs et tout ça, et c'est ça qui est super important en fait pour faire un article. Après, par exemple, si je fais un article sur... moi, j'avais fait mon mémoire sur les relations entre les journalistes et la police. Forcément, j'ai interviewé des syndicats de policiers. Bon, c'est très langue de bois, tout ça. Et là, j'avais fait une enquête sur l'affaire Matisse, donc un fait de violence policière sur un enfant de 9 ans. Je suis pas allée... j'ai essayé de contacter le parquet pour avoir le dossier. Au final, j'ai réussi à avoir le dossier autrement, mais je me suis jamais dit que j'allais aller interviewer les policiers parce que je connais le système de la police, je connais le système de violence policière, et si c'est pour aller interviewer des flics qui vont me dire on n'a rien fait de mal, on est blanc comme neige, finalement c'est pas ce qui est plus intéressant. Il y a des choses, au bout d'un moment, tu vois, je vais pas aller interviewer des fachos, ça n'a pas de sens. Je comprends. Ouais, non, mais c'est en vrai, je peux comprendre que en fait, t'essayes d'avoir quand même
les deux pôles, entre guillemets, quand tu fais un article, d'avoir les gens qui vont être pour et contre, enfin si on peut appeler ça comme ça, mais parfois il y a certaines personnes... Oui, puis en fait je trouve que c'est con, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Oui. Les faits sont les faits, on peut pas les enlever. Alors, il y a peut-être certaines affaires judiciaires ou quoi qui peuvent être un peu plus complexes, et où donc là il faut vraiment prendre tout le dossier, il faut faire attention aux mots qu'on utilise aussi, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ouais, il y a quelque chose où en fait pour moi, un fait, par exemple, j'ai fait un article sur... les enjeux un peu au niveau de la diplomatie régionale avec le gouvernement du Venezuela. Maduro, celui qui a gagné entre guillemets les élections, il les a pas gagnés. Enfin, c'est une fraude, on le sait, il n'y a pas besoin d'aller trouver quelqu'un qui va te dire non. Mais par contre, ce qui est important pour moi, c'est que mon avis, on s'en fout. Mon avis n'a pas à se retrouver dans mes articles. En fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important, primordial. Et je pense que tous les journalistes... C'est ce que j'allais dire, normalement tous les journalistes sont censés plus ou moins faire ça. Enfin, à part si t'es dans un média qui est... un média spécialisé, on va dire, mais sinon tous les journalistes sont censés... Tu fais des chroniques, mais une chronique, c'est pas un article. Le métier de chroniqueur, c'est pas le même métier que celui de journaliste. Ok, ce serait quoi la différence que tu peux noter? Par exemple, faire une chronique, on pense souvent aux chroniques radio ou même édito, et en fait là c'est vraiment la personne qui va un peu donner son point de vue, donc il y a un truc beaucoup plus personnel dans l'écriture. En fait, il va relater les faits et donner son point de vue, non? Ouais, c'est un peu ça. Et non, pour moi il faut... mon avis, en fait, on s'en fout. Genre ce que je pense, mes valeurs et tout, c'est pas censé... Alors forcément, mes valeurs humanistes, elles se retrouvent dans la ligne éditoriale. Mais mon point de vue sur tel sujet précis, il est pas censé intéresser les gens. Ouais, en tant que journaliste, t'es pas censé... C'est ça, je vais jamais faire un article à charge, quoi. Je comprends. C'est bien. C'est ce que tous les journalistes devraient faire, mais bon. C'est ça. Qu'est-ce que t'aimerais que les gens qui lisent, tes lecteurs, tes lectrices, retiennent de toi? Tes articles, est-ce que tu vois... De moi, rien. Du coup, mais... De mon média, en fait, que ça leur a appris quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de transmettre, et je pense que ça fait beaucoup partie de ma personnalité aussi, la transmission. Et que ça ait pu être utile pour eux dans la compréhension d'un sujet, ou même que ça soit un sujet qui les touche personnellement et qui n'est pas assez mis en valeur, que sais-je. Oui, que les gens ils sont peut-être... enfin, on parle d'un sujet qui me concerne, quoi. C'est ça. Et du coup, tu t'as déjà un peu répondu, mais... Comment est-ce que tu trouves ton inspiration? C'est vraiment toi dans la vie de tous les jours quand il y a des choses qui te touchent, ou comme tu disais par exemple les infirmiers, parce que tu viens d'un milieu, tu connais beaucoup de gens dans le médical. Tu vois, comment tu trouves un peu cette inspiration? C'est vraiment ton entourage ou ça peut être plus que ça? C'est plus que ça, je dirais. Déjà, je fais pas de l'actu chaude parce que j'ai pas le temps. Forcément, de faire un article sur, je sais pas, ce qui s'est passé aux États-Unis, bam, le lendemain, je peux pas me le permettre, quoi. Et en fait, je vais voir un peu ce qu'il y a dans l'actu chaude, et essayer de trouver un angle qui n'a pas encore été traité. Ou alors même des fois, je suis juste chez moi, je me brosse les dents et là, bam, il y a une idée qui te vient d'un sujet, et puis je commence à creuser, je me dis, est-ce que ça vaut le coup, et let's go. Ok. Comment tu fais? Parce que tu vas chercher, ce que tu disais un peu tout à l'heure, c'est que tu dois aller chercher des gens interviewés pour tes articles. Comment tu fais ça? Est-ce que tu as le courage parfois, parce que je trouve que c'est dur d'aller chercher les gens et d'aller les trouver. Tu vois, t'as dû avoir plein de personnes qui t'ont lâché des vues, tu vois. Alors mais j'ai aussi réussi à avoir des ministres, pas mal de ministres en interview, et ça m'a toujours fait... surtout en Belgique, en fait, parce qu'en France, ils sont inaccessibles, mais en Belgique, ça m'a toujours agréablement surpris de savoir que tu peux réussir, alors que t'as un média qui est inconnu, de pouvoir avoir des réponses du gouvernement et tout, c'était trop chouette. Et en fait, il y a certains sites où tu peux trouver des experts. Ou alors tu vas sur les sites des facs et tout pour trouver d'autres personnes, mais en général, soit j'appelle, soit j'envoie des mails, et quand j'ai pas de réponse, je laisse une semaine, puis je renvoie quelque chose. Et ça m'est arrivé de me manger des vues, mais au final, si tel expert ne répond pas, j'en trouve un autre. Ok, donc tu disais aussi que c'est ça que je trouve ça cool comme façon de voir les choses, mais c'est ce qu'on vous apprend peut-être aussi en tant que journaliste, c'est de toujours aller chercher l'info, peu importe comment, c'est d'y aller et trouver une façon... Faut faire du forcing un peu des fois, mais surtout, en fait, le plus important, c'est
vraiment de chercher mais les bonnes personnes, quoi. Ouais, la personne qui va Ça, bien. ouais. Et c'est ça qui est le plus compliqué, peut-être. Ça dépend des sujets. Ok. Ça dépend vraiment des sujets. Et comment tu choisis de structurer un peu ces échanges-là? Ça va dépendre du type d'interview que je veux faire. Moi, je prépare quand même toujours mes questions à l'avance. Ok. Ça, c'est un peu la base. Et j'aime bien aussi laisser la personne parler. Et en fait, si tu vois qu'il y a un truc intéressant sur lequel rebondir, tu as une brèche et je m'engouffre. Ouais, ok. Et du coup, des fois, ça m'est déjà arrivé de faire des interviews qui durent 1h30, 2h. Bah, c'est génial, au moins t'as toutes les infos que tu veux. Enfin, ça, t'as de la matière. Ouais, Du coup, après, il faut réussir à trier toute cette matière. Ouais, en faire un truc cohérent. Mais est-ce que... J'avais une question, mais je l'ai oubliée. Non, est-ce que quand tu interviews... Enfin, en fait, après, tu fais quoi? Du coup, tu enregistres tu l'enregistres? Ouais, je demande toujours si je peux enregistrer. Ok, ça marche. J'enregistre parce que, en fait, si je commence... Des fois, ça m'arrive de prendre des notes. Mais si je commence à prendre des notes et à faire l'interview en même temps, je vais avoir tendance à me perdre. Alors que moi, l'enregistrement, ça me permet d'avoir un truc sûr ou déjà de bien retranscrire les paroles de la personne. Carrément. Pour pas changer les propos, les mots ou les formules de phrases. Puis tu peux y retourner aussi si t'as des... Ouais. Après, je fais toute la retranscription. Ok. Beaucoup de travail. Est-ce qu'il y a une interview un jour ou un article que t'as dû faire, que t'as fait, qui t'a vraiment marqué? Alors, j'ai toujours eu des rencontres très enrichissantes. Ok, génial. Là, je dirais qu'il y en a 2 qui m'ont marqué, pas pour les mêmes raisons. Mais la première, c'est quand j'étais en Nouvelle-Zélande. J'ai eu la chance, j'ai fait un article sur la gestion des commotions cérébrales dans le rugby en Nouvelle-Zélande. Ok. Donc comment est-ce que... Parce qu'en fait, en France, on commençait à peine à se dire faudrait peut-être que les joueurs ne restent pas sur le terrain s'ils se font taper dans la tête. Et je voulais voir où en était la Nouvelle-Zélande à ce niveau-là. Et j'ai réussi à avoir le tout en anglais. Mon anglais n'était pas incroyable à l'époque, mais j'ai eu tout le personnel de la fédération de rugby, plus Conrad Smith, qui est un ancien joueur de All Black que j'ai pu rencontrer. Oh là, ok. Il est adorable en plus. C'était trop chouette comme moment. Et pareil, personne me connaît, tu vois, et j'étais là en mode, dans les locaux de la Fédé, en mode trop bien. Mais c'est trop cool, c'est trop motivant, parce qu'en fait, du coup, parfois, je suppose que tu dois un peu te forcer, entre guillemets, à aller vers les gens, et parfois c'est peut-être compliqué, parfois t'as pas envie de forcer. Je suis quelqu'un d'assez extraverti de base. Oui, c'est vrai que c'est pas... toi, ça m'a jamais posé. T'es pas non plus timide, je veux dire, c'est pas... Mais je trouve que c'est super enrichissant, de pouvoir te dire, punaise, j'ai essayé, et me voilà là, quoi. Genre, j'interviewe des gens... Enfin bref, je trouve ça trop cool. La deuxième personne, c'était... j'avais fait un article sur la situation, du coup, depuis la mesure de Nicole Demours sur les hommes seuls demandeurs d'asile, parce qu'ils voulaient plus les laisser rentrer. Au final, il y en a quand même. Et du coup, je suis allée dans un centre fait d'asile à Molenbeek, je crois. Et en fait, donc j'ai rencontré la gérante du centre et j'ai pu faire l'interview d'un demandeur d'asile, et son parcours c'était fascinant. Et il avait quand même cette force et cette aisance de parler de choses très, très dures avec moi, et je sentais que ça lui faisait du bien. Et je pense que c'est ça aussi ce que j'aime bien dans certaines de mes interviews, c'est voir en fait que il y a certaines personnes qui m'ont dit, qui m'ont remercié de les avoir interviewés, et merci pour le travail que j'ai fait, et je pense que ça c'est la plus belle chose qu'on puisse me dire. Ouais, ce que j'allais te dire, est-ce que c'est pas ça qui te remotive aussi à fond quand t'as des moments un peu de doute et tout, de te dire mais en fait j'ai eu des personnes qui m'ont... Enfin ça doit être très beau, quoi. Si, Ok. Comment tu... Enfin, qu'est-ce que t'aurais bien aimé qu'on te dise au début de ton parcours, parce que tu nous expliques quand même que c'est pas tous les jours facile, et on s'entend, c'est beaucoup de travail et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais changé au début si t'avais su ou qu'est-ce que tu te dirais, tu vois, à toi au début de ton parcours pour te rebooster un peu? Question intéressante. Je sais pas si j'aurais changé quelque chose, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à tout le parcours. Totalement. Je pense que... Attends, je sais pas trop... J'aurais peut-être aimé qu'on me dise qu'en fait, dès le départ, genre c'est pas... Alors oui, effectivement, c'est un métier bouché et tout ça, mais
que c'est pas grave si tu fais pas comme tout le monde. Ok. Que c'est pas grave si t'écris pas les articles comme tout le monde. Et qu'il n'y a pas une manière d'écrire un article, il y en a plein. Ok. Et ça, c'est vrai que c'est difficile parce que j'ai l'impression que quand tu fais des études de journalisme, on t'apprend pas ça, mais t'as l'impression quand t'en sors qu'en fait, t'es obligé de rester un peu dans un seul chemin, quoi. C'est ça. Et ça perd un peu de sa saveur, je trouve. Ok. Et est-ce que t'as l'impression que t'as fait des sacrifices pour faire ce métier ? Qu'il y a des choses que tu vois, t'as laissé à côté ou des sacrifices sur ta vie personnelle, je sais pas, pour faire ce métier ou pas du tout Non, je pense pas que j'ai fait des sacrifices parce que. Enfin, je sais pas si on pourrait appeler ça des sacrifices. Ouais, sacrifice, c'est un gros mot, mais. Ouais, le terme est un peu fort. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup donné, autant financièrement que mentalement, dedans. Et en fait, j'ai tellement soif de liberté que si c'est le prix pour être libre, c'est le prix à payer. Je le ferai. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais bien laisser comme héritage sur ce média, qu'est-ce que tu aimerais est-ce que tu aimerais qu'il continue quand tu seras plus là, tu vois, genre oui, qui continue, oui, évidemment, qu'il y ait plus de gens dedans, enfin qu'il y ait la possibilité de pouvoir accueillir des journalistes rémunérés et bien rémunérés, évidemment. Et que ça soit... j'ai pas forcément envie d'être genre le média à suivre et tout, mais que ça soit un peu un média que quand on entend le nom, on sache que c'est un média sérieux. Ouais, ok. Un peu, tu vois, comme par exemple, tu reprends Courrier International, le Monde Diplo, ce genre de choses. Et du coup, comment tu vois l'évolution dans 5 ans, par exemple, tu vois ? Est-ce que dans 5 ans, t'aimerais bien effectivement... 5 ans. Ou c'est peut-être trop, t'as peut-être pas trop envie de... En fait, je suis pas quelqu'un qui arrive à trop... Enfin, j'ai du mal à être dans le présent, j'ai longtemps été beaucoup dans le passé, et le futur, j'y pense, mais de manière, on va dire, assez floue. Enfin, en fait, j'arrive pas à être concentrée sur un truc que je fais maintenant, du coup, je pense à l'après, en mode putain, mais tu vois, le futur proche, mais le futur lointain, comme ça... T'es pas obligé de répondre. Dans 5 ans, en soi, c'est une question intéressante, parce que je pense que ça va énormément dépendre du contexte mondial. Déjà. C'est clair. Si y a pas, ça commence pas à péter un peu dans tous les sens. J'espère que dans 5 ans, le média sera toujours là, qu'il sera plus gros que ce qu'il ne l'est maintenant, et que ça me passionnera toujours, et que les articles seront toujours d'utilité publique, et que ça continuera de nourrir en fait le droit et l'accès à l'information pour les personnes. Ok. Qu'est-ce qui te rend fier là du coup depuis que tu as ouvert ce média ? Est-ce qu'il y a quelque chose tu peux dire que tu es fier de toi sur quelque chose ? Même si t'as le syndrome de l'imposteur. Je suis fière de l'avoir fait, d'avoir tenu et de vouloir le continuer et de me dire que je peux dire que je suis journaliste et que j'ai un média. Enfin, je trouve ça assez, c'est la classe. Comme tu vois, j'avais 2 rêves dans ma vie quand j'étais plus petite, c'était de travailler pour Amnesty et pour Vice, et j'ai fait les 2. Ouais, trop Maintenant, c'est des choses où en fait, quand tu réalises tes rêves comme ça, t'as du mal à te dire que c'est réel, et du coup à en être forcément fier. Ah ouais, t'as du mal à en être fier ? Parce que t'arrives pas trop à parce que dans ma tête, j'ai toujours l'impression qu'il est en construction, et que du coup, c'est toujours pas abouti, tu vois. Mais parce que c'est quelque chose qui, en fait, va se construire encore sur des années. Sur le temps et sur le carrément. Ok, qu'est-ce que tu dirais à un ou une journaliste qui débuterait là est-ce que tu aurais un conseil à lui donner ? Sans vouloir lâcher des trucs un peu bateaux, mais de jamais rien lâcher, que si tu es convaincu que c'est l'endroit où tu dois être, que c'est le métier que tu dois faire, fais-le. Peu importe les gens qui vont te prendre pour des cons, qui vont essayer de t'arnaquer, qui vont mal te payer, qui vont te forcer à faire des articles que tu n'as pas envie de faire. Persévère, et en fait, si t'as pas ta place dans cet environnement, tu dois créer ta place, et vraiment donne-toi, enfin c'est très de droite ça, donne-toi les moyens de réussir, enfin ce genre de choses, mais t'es débrouillard, crois en toi, et juste ne lâche rien. Si tu sens au fond de toi que c'est un projet qui compte,
fais-le, peu importe le temps que ça prendra. C'est ça aussi, genre fais-le, mais genre te mets pas trop de pression, parce qu'en tout cas, Ça, je chaque pense chose que c'est- prenne ouais. du temps et... C'est ça, chaque chose en son temps, et en fait, si ça doit arriver, ça arrivera. Donc, relativise aussi. Ok, trop chou. Ok, bah je sais pas si t'as un dernier mot à dire, si tu veux parler de quelque chose en particulier ou pas. De ton prochain article. Enfin, j'en sais rien, comme tu veux. Si t'as un petit... Là, mes prochains articles, ça va être... je pense que la semaine prochaine, je vais sortir un portrait. Donc, ouais, moi, j'aime bien faire des portraits parce que ça me permet vraiment de rencontrer les gens. Ah bah carrément. Et la manière dont je l'ai fait, c'est un truc qui... En fait, je l'ai pas vu dans d'autres médias, mais moi, je me base sur un livre, c'est un recueil de poèmes. Ok. De Khalil Gibran, Ok. ça s'appelle Le Prophète, et donc c'est l'histoire d'un prophète qui, avant de partir de son île où il est, les gens lui demandent son point de vue sur plein de thèmes, que Ok. ce soit la nourriture, les vêtements, la famille, l'amour, le mariage, et du coup il donne à chaque fois un petit texte là-dessus, et en fait j'invite la personne que j'interviewe à choisir des thèmes de ce livre. Elle n'est pas obligée d'avoir lu le bouquin. Ouais. Mais du coup, à choisir des thèmes du livre et À répondre. à ensuite me donner son point de vue. C'est et je trouve génial. que ça a fait des discussions ultra... c'est très introspectif pour Bah certaines ouais. personnes. Et, Ouais. C'est enfin, presque de la psychologie. Ouais, Enfin, ça, tu vois, j'aime beaucoup la psycho ouais. aussi et la philosophie. Du coup, à chaque fois, ces moments-là d'interview, je trouve ça toujours très enrichissant. Trop intéressant. Et c'est une manière un peu... je vais pas dire ludique, mais différente. Bah oui, faire d'avoir un portrait portrait de d'une quelqu'un, personne. d'un truc un peu basique, je trouve ça trop cool comme idée. J'ai hâte. Tu me diras quand c'est sorti. Pas de souci, avec plaisir. Ok, bah écoute, merci beaucoup vraiment de ton temps, enfin pour ton temps. De toute façon, on va mettre le lien de ton média, de ton Instagram et tout ça en bio. Merci, vraiment c'était trop intéressant. Et puis j'espère que tout ça va continuer. Et que Merci à toi surtout. Bah, avec Et plaisir. j'espère aussi que toi tu vas continuer tes J'espère podcasts. aussi. Merci beaucoup à ceux qui nous ont écoutés aussi. Bonne soirée.